Nous étudions maintenant la loi uniforme. On dit qu'une variable aléatoire x définie sur un espace probabilisé oméga bp suit la loi uniforme sur le segment AB, A inférieur à B, si x est absolument continu de densité f qui est 1 sur b-a fois la fonction caractéristique du segment AB. On dit elle vaut 0 en dehors du segment AB et puis elle vaut 1 sur b-a sur le segment AB. On écrit ça signifie x suit la loi uniforme sur le segment AB. Alors on a alors E de x qui est égal à A plus B sur 2. Donc elle a une espérance, elle a une variance qui est égale à B moins A carré sur 12. Et sa fonction de répartition est définie par f grand X de x est égal à 0 si x inférieur à A, x moins A sur B moins A sur le segment AB et 0 si x supérieur à B. Démonstration. Bon, il est clair que c'est une fonction mesurable, bornée, et que son intégrale donc est égale à somme de A à B de 1 sur B moins A dt égale 1. Donc c'est bien une densité. Alors, est-ce que cette fonction est intégrable? La réponse est évidente, puisque ça revient à intégrer ça c'est une constante, valeur absolue de x sur AB, évidemment, c'est intégrable, donc E de x existe, et puis E de x est égal à la somme de A à B de x fois 1 sur B moins A. Donc ça fait 1 sur B moins A, j'intègre par x2 sur 2, B2 moins A2 sur 2 facteur de B moins A égale A plus B sur 2. Maintenant, le moment d'ordre 2, il se calcule comme ça, donc ça revient à ça, c'est forcément inférieur plus infini. Donc E de x2 existe, est égal à ça, j'intègre le x2 par x3 sur 3, donc ça fait 1 sur 3 b moins a. Facteur de b cube moins a au cube, ça c'est b moins a qui se supprime, facteur de a2 plus b2 plus 1b, donc sur 3. Et donc quand je vais faire v de x existe donc, puisqu'il y a un moment d'ordre 2, est égal à E de x2 moins E de x au carré. Donc E de x2 c'est ça, moins E de x au carré, c'est 1 plus B sur 2 au carré, donc c'est ça. Donc je mets au même dénominateur, je vous laisse vérifier. Ça fait ça, c'est-à-dire 1 moins B carré sur 12. B moins A carré sur 12. La fonction de répartition, par définition, c'est somme de moins l'infini à x de f de t dt. Bon, c'est évidemment égal à 0 si x est inférieur à a, puisque f est égal à 0 entre moins l'infini et a. Si x est entre a et b, ça nous fait somme de a à x de 1 sur b moins a dt, c'est-à-dire on intègre 1 par x, donc Vx moins a sur b moins a. D'accord? Alors x moins a sur b moins a, alors ça vaut 0 en a, et puis en b ça vaut 1. Donc voilà la fonction 0, puis on remonte à 1. Puis après, on va voir que ça reste à 1, parce que si x est supérieur à b, fx de x est égal à la somme de moins l'infini à b, plus somme de b à plus l'infini à x. Là, ça nous fait fx de b, qui vaut b moins a sur b moins a, c'est-à-dire 1. Et puis là, comme x est supérieur à b, on intègre 0. Ça fait 0, ça fait 1. Bon, je vois que j'ai affaire à une fonction, effectivement, alors là, elle est positive, croissante, et elle est bien continue, ça on le savait. Parce que la fonction, parce que c'est une fonction, c'est une variable aléatoire définie par une densité. Si x est une variable aléatoire réelle sur l'espace probabilisé oméga bp et qu'elle suit une loi uniforme, alors la probabilité que x soit entre x moins h et x plus h pour un x appartenant au segment AB avec, j'impose x moins h, x plus h inclus dans AB, cette probabilité est égale à 2h sur b moins a indépendante de x. Donc c'est intéressant notamment quand on fait tendre h vers 0. Parce qu'on voit, on en déduit que la probabilité sur un intervalle très faible, de longueur très faible autour d'un point, est toujours la même. D'accord? Évidemment, elle est égale à 0 si h est égal à 0. Et ça justifie le mot uniforme pour cette loi. Bon, la démonstration est évidente, il suffit d'écrire ça. Alors, utilisation de la loi continue uniforme, une calculatrice, par exemple, qui donne un nombre au hasard entre 0 et 1,
fonction random. La variable aléatoire grand X donnant ce nombre suit une loi uniforme sur 0,1 et à ce moment-là, par exemple, la probabilité que le nombre soit entre 0,3 et 0,5, alors peu importe les inégalités larges ou strictes, hein, puisque la probabilité en un point est nulle. Là, c'est ça, donc ça nous fait 0,2 sur 1. Le temps d'attente aussi à un arrêt de bus, par exemple, qui suit une loi uniforme sur 0,10, hein, donc le bus, l'attente est entre 0 et 10 minutes. Bah, la probabilité que l'attente soit moins de 2 minutes, c'est 2 sur 10 égale 0,2. Plus de 5 minutes, c'est 10 moins 5, c'est-à-dire 5 sur 10, ça fait 0,5. Et le temps d'attente moyen, bah, on sait que c'est A plus B sur 2, donc ça fait 10 plus 0 sur 2 égale 5 minutes. La loi exponentielle, maintenant, alors, on dit que la variable grand X sur ωVP suit la loi exponentielle de paramètres un nombre réel lambda strictement supérieur à 0, si X est absolument continu de densité f donnée par f de X égale donc la fonction caractéristique sur 0 plus infini multipliée par lambda exponentielle moins lambda X. Autrement dit, elle vaut 0 entre moins l'infini et 0, et elle vaut ça quand X est supérieur ou égal à 0. On dit que X suit, on écrit comme ça, X suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Alors, nous vérifions que c'est une densité, elle est positive, c'est évident, mesurable, puisque ça c'est mesurable, puisque ça c'est une fonction continue. Et sa somme, bah, c'est la somme sur 0 plus l'infini, hein, de lambda exponentielle moins lambda x, qui peut s'intégrer comme ça. Et donc, ça nous fait bien 1. Donc, c'est une densité. Alors là, j'ai construit cette fonction, d'accord? Elle est comme ça. Et maintenant, je m'intéresse à sa fonction de répartition, qui va être nulle si x est inférieur à 0, égale à 1 moins exponentielle moins lambda x, si x est supérieur ou égal à 0. Démonstration, bah, pour x inférieur à 0, bah, on n'intègre que 0 entre moins l'infini et x, donc c'est terminé. Et sinon, eh bien, on va séparer en somme de moins l'infini à 0 plus 0 à x. Donc il va rester que 0 à x et j'intègre, donc ça me fait ça. Et donc ça fait 1 moins exponentielle moins lambda x. Alors 0, puis 1 moins exponentielle moins lambda x. Ici on a une dérivée, quand je dérive ici, ça nous fait moins lambda multiplié par moins, ça fait lambda, puis fois 1, donc ça fait lambda. Voilà, donc on note que la fonction est continue, mais qu'elle n'est pas dérivable en 0. Et on remarque aussi, mais c'était évident, hein, que si A est entre 0, que si oui, A est entre 0 et B, la probabilité que x soit entre A et B, c'est fx de B moins fx de A. Oui, parce que Px de A est égal à Px de B est égal à 0. Donc en fait, peu importe les inégalités ici. Ça fait donc fx de B c'est 1 moins exponentielle moins lambda B, pardon. Fx de A c'est 1 moins exponentielle moins lambda A. Donc ça fait ça. Voilà. Si x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, l'espérance est égale à 1 sur lambda, la variance à 1 sur lambda 2. Je rappelle que la densité c'est cette fonction, nul sur moins l'infini 0. Donc pour le moment d'ordre 2, on est amené à étudier ça, c'est-à-dire ça, et comme l'exponentielle va l'emporter, c'est-à-dire qu'on peut rendre ça inférieur ou égal à 1 sur x2, il suffit que l'exponentielle de lambda x soit supérieure à lambda sur x puissance 4, ce qui est possible pour x assez grand. Donc x a un moment d'ordre 2, donc l'espérance et la variance existent. Alors l'espérance, bah, on l'obtient en intégrant ça, et c'est immédiat, hein, fait 0, il ne reste plus que ça qui s'intègre comme ça, et ça fait 1 sur lambda. E de x2, bah, c'est pareil, hein, je vous laisse faire, c'est très très simple. Alors il va rester ça, là je sors le 2, et puis je vais écrire que c'est 2 sur lambda fois ça, comme ça je fais apparaître l'espérance qui vaut 1 sur lambda, et donc ça fait 2 sur lambda 2, et la variance est égale à E de x2
moins e de x au carré, donc ça va nous faire 2 sur lambda 2 moins 1 sur lambda au carré, donc ça fait 1 sur lambda 2. Remarque, si x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, que a, b et x sont positifs, p de x supérieur ou égal à x est égal à p de x supérieur à x, on le sait déjà, hein, est égal à exponentielle moins lambda x, et si a est compris entre 0 et b, p que x soit entre a et b, eh bien, est égal à exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. Bon, bah, c'est immédiat aussi, hein, ça c'est égal parce que c'est une loi absolument continue, donc c'est égal à ça, donc 1 moins ça, et donc ça nous fait ça, et puis ça, bah, c'est pareil que ça, et ça fait p de x inférieur ou égal à b moins p de x inférieur ou égal à a, et donc on obtient tout de suite le résultat. Rappel de quelque chose qu'on a déjà vu à propos des lois discrètes, une variable x positive sur oméga bp suit une loi de durée de vie sans vieillissement ou sans mémoire si on a p de x supérieur ou égal à x plus t, sachant x supérieur ou égal à t, à x, ne dépend pas de x. D'accord ? Ce qui équivaut à dire que ça est égal à la même chose que si x vaut 0, c'est-à-dire ça. Alors la probabilité que x vaille 0, bien comme x est positif, la probabilité c'est 1, et donc on obtient tout de suite ça. Bon, prenons un exemple déjà donné dans le cas des probabilités discrètes. Hein. C'est par exemple la durée de vie d'une ampoule. Hein. C'est-à-dire la probabilité qu'une ampoule vive encore, par exemple, pendant 2 mois, eh bien, ne dépend pas du temps qui est écoulé avant. Voilà. C'est comme si l'ampoule ne vieillissait pas. Alors, on a démontré dans le cas des discrètes que les seules variables aléatoires une variable aléatoire discrète qui était sans mémoire, c'était la loi géométrique. Et que c'était la seule loi discrète à valeur entière, hein, dans n, hein, qui était sans mémoire. Alors ici, si x suit une loi de paramètres lambda, une loi exponentielle, eh bien alors elle est sans mémoire. Alors on prend x et t positif, donc x plus t aussi. Bah, il suffit d'écrire ça, hein, et on s'aperçoit que ça fait ça. Et donc c'est bien égal à ça. Voilà. Alors ce qu'on va voir après, c'est que si une variable aléatoire est positive sans mémoire, eh bien c'est forcément elle suit forcément une loi exponentielle. La réciproque maintenant, si x est une variable aléatoire réelle absolument continue positive sans mémoire, alors elle suit une loi exponentielle, démonstration, on a ça, quel que soit x positif et t positif, soit u la fonction de r plus vers r+, qui à x fait correspondre p de grand x supérieur ou égal à x égale 1 moins fx de x. Alors, elle est continue parce que fx est continue, parce que x est absolument continu. Différente de 1 puisque sa limite en plus l'infini égale 0. Différente de 0 puisque u de 0 égale p de x supérieur ou égal à 0 est égal à 1 puisque x est positif. On a u continu de r plus vers r plus même. Différent de 0, différent de 1, vérifiant ça, quel que soit xt appartenant à r+, alors on va montrer qu'il existe alpha, et même alpha positif, tel que u de x est égal à exponentielle moins alpha x, quel que soit x appartenant à r+. En fait, on a trouvé ce résultat si u est une fonction de r vers r, c'est la leçon exponentielle logarithme, et on va voir que ça reste vrai quand la fonction u va de r plus vers r+. On va reprendre la démonstration qu'on avait faite en intégrant ici entre 0 et 1 par rapport à la variable t. Donc on fixe la variable x. Et donc on trouve ça. Et donc ça nous fait alpha et de x. J'appelle alpha cette constante. Et on fait le changement de variable ici qui nous amène tout de suite à ça. D'accord ? Et comme u est continu, bah ça c'est dérivable.
Et donc, cette fonction-là est dérivable. Sa dérivée, c'est u de 1 plus x moins u de x. Alpha est positif parce que u est positif et u de 0 est égal à 1. U de 0 est égal à 1. Ça, c'est une fonction positive. Et on sait que... et là, c'est strictement positif en 0. Donc la continuité de u fait que le résultat de l'intégrale, c'est un nombre strictement supérieur à 0. Donc on va avoir u qui va donc être dérivable parce que c'est 1 sur alpha de ce truc-là qui est dérivable. Hein. Et puis en plus, la dérivée est égale à alpha et prime, donc ça nous fait ça. U de x plus 1, c'est u de x fois u de 1. Donc ça me fait u de x facteur de u de 1 moins 1 qui est égal à alpha et prime x. Donc u prime x égale lambda u de x, où lambda est égal à u de 1 moins 1 sur alpha. Alors u de 1 moins 1, c'est u de 1, c'est 1 moins fx de 1 moins 1, ça fait moins fx de 1, ça fait moins p de x inférieur ou égal à 1 sur alpha. Et comme alpha est positif, ça c'est négatif. Parce que, voilà. Alors, c'est négatif, u' de x est égal à lambda u de x, donc on intègre et on trouve u de x égale a exponentielle lambda x. A est supérieur à 0 car u est supérieur ou égal à 0 et que u est différent de 0. Bon, supposons lambda égale à 0, ça ferait u de x égale a constante, ce qui est faux parce que u de 0 égale 1, mais u est différent de 1, donc lambda n'est pas égal à 0. Donc comme lambda était inférieur ou égal à 0, lambda est négatif. U de 0 il est égal à a, et u de 0 il fait 1, donc a est égal à 1, donc u de x est égal à exponentielle lambda x, où lambda est négatif. Donc il est égal à exponentielle moins lambda x, où lambda est positif, j'ai changé lambda en moins lambda. De plus, p de x inférieur ou égal à x égale 0, quel que soit x positif, car x est positif. Donc p de x inférieur ou égal à x est égal à ça si x est positif et 0 si x est inférieur à 0. Donc en fait, la fonction de répartition de x, c'est ça. Et là, je reconnais la fonction de répartition d'une variable y qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda sur RBR. Donc fx égale fy, bah, ça implique que px égale py parce qu'on sait que une loi est parfaitement déterminée par la fonction de répartition. Donc Px suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Je conclue par une petite remarque. Si x suit la loi de paramètres exponentielle de paramètres lambda, alors on sait que P de x, on l'a déjà démontré, P de x supérieur à a est égal à exponentielle moins lambda a, qui est positif quel que soit a appartenant à R+, en particulier pour a égale 1, p de x supérieur à 1 égale exponentielle moins lambda, donc lambda égale moins ln de p de x supérieur à 1. Donc utilisation de la loi exponentielle, quand on a affaire à une loi sans mémoire, par exemple durée de vie d'une bactérie, durée d'une conversation téléphonique. Exemple, le temps d'attente à un guichet modélisé par une loi exponentielle de paramètres lambda, une durée d'attente moyenne de 5 minutes. Quelle est la probabilité d'attendre plus de 10 minutes ou moins de 5 minutes? Et la probabilité d'attendre encore 4 minutes, sachant qu'on a déjà attendu 10 minutes. Donc la moyenne est égale à 1 sur lambda, elle est égale à 5, donc ça fait lambda égale à 1 cinquième. Donc on a, puisqu'on a affaire à une loi exponentielle, p de x supérieur ou égal à x, qui est égal à ça. Et donc p de x supérieur ou égal à 10, qui est égal à exponentielle moins 2, à peu près égal à 0,135. Et p de x inférieur ou égal à 5, qui est égal à 1 moins exponentielle de moins 5 sur 5. Donc exponentielle de moins 1, ce qui fait 0,632. Quant à la deuxième question, c'est la probabilité d'attendre au moins 14 minutes, sachant qu'on a déjà attendu 10 minutes. Donc le 14, c'est un 4 plus 10, et comme on a une loi sans mémoire, c'est égal à la probabilité de x supérieur ou égal à 4, donc ça fait 4 fois 0,2, ça fait 0,8, donc ça fait exponentielle moins 0,8 est à peu près égal à 0,449. Rappel sur les intégrales de Gauss-Laplace qui font l'objet déjà d'une leçon. Je vous invite à vous y reporter. Là, je vais être très rapidement. Donc, on a ces deux résultats. Convergence en plus ou moins pi, plus infini, pardon. Parce que si valeur absolue de x est grand, exponentielle moins x2 est inférieur à 1 sur x2. On a une fonction paire continue, donc i2 est égal à 2i1. Et je m'intéresse à alpha, produit de i2 par i2.
Alors grâce au théorème de Tonelli, j'ai ça, que je peux écrire comme ça, avec lambda 2, la mesure de la veille sur R2, puis je passe en colonne en coordonnées polaires avec phi qui est un C1 difféomorphisme. Donc c'est du grand classique, hein. J'écris le jacobien en faisant des ronds x sur des ronds r, des ronds x sur des ronds θ, des ronds y, pareil. J'obtiens ça, et donc ça fait R, ça j'aurais pu m'en passer, mais on sait directement ça. Et donc alpha va être égal à la somme double sur ce domaine-là, hein, d'exponentielle moins R2, R, dr, dθ. Donc par rapport à θ, ben, ça fait 2π, et puis quand j'intègre ça, ça fait exponentielle moins R2 sur 2, entre 0 et plus l'infini, ça fait 1,5, 2 de pi, ça fait donc pi. Et donc ça veut dire que I2 fois I2 est égal à pi, donc I2, c'est-à-dire cette intégrale, est égale à racine de pi. Et donc l'autre va être égal à la moitié. D'où le résultat. La loi normale centrée réduite, maintenant, f, cette fonction définie sur R, alors c'est une densité, et on dit que une variable aléatoire x sur oméga vp suit la loi normale centrée réduite si x est absolument continu de densité petit f, cette fonction-là, et on écrit ça comme ça. Alors il faut vérifier que c'est une densité, bon, elle est positive continue, donc mesurable, et somme de f des lambda, c'est égal à ça, qui peut s'écrire comme ça en faisant le changement de variable t égale x sur racine de 2, donc ça nous fait ça. Et ça va être égal à 1 parce qu'on a déjà démontré l'intégrale de grosse Laplace comme avait ça. Les variations de f, c'est une fonction évidemment qui est paire. Sa dérivée est égale à ça, négative sur 0 plus l'infini, et donc ça va nous faire ça. Après, on peut rechercher un point d'inflexion, donc on calcule f seconde de x, et on voit que c'est nul en plus ou moins 1, donc là il y a inflexion. Alors, je rappelle cette formule, d'accord, Taylor, et f tierce, on le calcule, elle est égale à ça, et donc en 1 il vaut ça. Donc f de 1 c'est ça, f' de 1 c'est ça, je vais vite parce que c'est facile. Et donc j'ai f de x égale f de 1, plus f' de 1 x moins 1, bon, second de 1 il est nul, il reste ça. Donc ça c'est la tangente, et puis ça va nous donner la position de la courbe par rapport à la tangente. Donc si x est inférieur à 1, elle est sous la tangente. Pour x supérieur à 1, elle est au-dessus. Donc ça fait une courbe relativement plate, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire. On appelait ça une courbe en cloche, mais en fait elle est relativement plate. Et la courbe est sous la tangente et passe au-dessus de la tangente. Voilà, fonction de répartition. Donc fx de t, eh bien c'est pas ça, c'est fx de petit x, pardon, qui est égal à ça. Et donc là c'est ça. Et si A est plus petit que B, probabilité que X soit entre A et B, ça va faire ça. C'est l'air, c'est fx de B moins fx de A, donc ça va faire cette air-là. Alors, bon, les calculatrices donnent ça. Celle-là est assez intéressante comme résultat. On verra pourquoi plus tard. Quel que soit x appartenant à R, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à moins X est égale à la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à X, parce que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à moins X est égale à ça. Et là, je fais le changement U égale moins T, d'accord? Donc ça fait ça. Et comme f est paire, après le moins, là, je change les deux, ça nous fait ça, et nous, ça nous fait ça. Bon, c'est pas étonnant, ça vient en fait effectivement de la symétrie. Probabilité que x soit inférieur ou égal à moins x, c'est ça, c'est cette partie hachurée, d'accord. Et puis de l'autre côté, il y a x, et c'est égal à la probabilité que grand x soit supérieur ou égal à x, c'est-à-dire ça. Voilà. Si la variable aléatoire grand X suit une loi normale centrée réduite, alors probabilité que x soit inférieur ou égal à 0 égale probabilité que x soit supérieur ou égal à 0 égale à demi. Pour x supérieur ou égal à 0, probabilité que x soit entre moins x et 0 est égale à probabilité que
x soit entre 0 et x égale 1 demi de probabilité que moins x soit inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à x, et probabilité que grand X soit entre moins x et petit x est égal à 2p de x inférieur ou égal à x moins 1. En fait, tout ça, ça peut se traiter graphiquement en considérant la symétrie et puis le fait que cet R vaut 1. D'accord? Bon, on va le faire normalement. Si x est égal à 0, d'après ce qu'on a dit avant, appliqué à 0, ça nous fait ça. Et comme P de x appartient à R est égal à la somme des deux, ça fait donc ça. Et donc chacun vaut 1,5. C'est-à-dire l'R est égal à 1, donc chacun vaut 1,5. P d'être entre ça et ça, bah, c'est cette intégrale. On fait le changement de variable U égale moins T, on tombe sur celle-là. D'accord? Et ça, c'est égal à ça, plus ça. Alors on s'en fiche hein, de inférieur ou égal, hein, parce que la probabilité d'être égal à A, elle est nulle. Hein. Et donc en fait, ça nous fait comme ça, c'est égal à ça, ça fait 2 probabilité de x supérieur ou égal à 0 est égal à 1, donc on a bien ça. Les 2 qui valent 1,5, mais ça on le savait. Non mais je me suis trompé, j'ai déjà dit, j'étais rendu là, excusez-moi. Donc c'est cette intégrale, changeant de variable, ça fait somme de 0 à x de f de u du, d'accord, puisque la fonction est paire, et donc ça fait probabilité que grand X soit entre 0 et x. Voilà. Et donc, probabilité que grand X soit entre moins x et x est égal à la probabilité de ça plus ça. Donc ça fait bien 2 fois celle-là, et donc j'obtiens ce résultat. Et enfin, pour le dernier, eh bien, je pars de ça, et là, je remplace par 2 fois P que x soit inférieur ou égal à x, moins P que x soit négatif. Et le P d'être négatif, c'est 1,5, donc ça fait 2 fois ça, moins 1. Et j'obtiens le résultat. Espérance et variance, si x suit une loi normale sans x, son espérance est 0, sa variance est égale à 1. Bon, l'espérance existe parce que en fait, cette intégrale est égale à ça et que ça converge en plus à l'infini, car pour x grand, ce truc-là est inférieur ou égal à 1 sur x2, parce que l'exponentielle x2 est supérieur ou égal à x3 sur racine de 2. Puis l'espérance est égale à ça, comme c'est une fonction impaire, ça fait 0. De même pour l'existence de ça, hein, parce que pour x assez grand, on a ça, tout simplement à cause de ça. L'espérance va être égale à... Alors là, c'est la fonction est paire, donc ça fait 2 fois somme de 0 à plus l'infini de ça. Le x2, je le change en x fois x, comme ça, je fais apparaître la dérivée de l'exponentielle moins x2 sur 2. Donc ça fait 2 fois x fois moins ça, d'accord? C'est une intégration par partie, moins qui devient plus 2 fois ce truc-là, et ça, ce truc-là, alors ça vaut 0, hein. Et puis ça, ça vaut tout simplement 1, parce que c'est 2 fois la somme de 0 à plus l'infini, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini. Si x suit une loi normale centrée réduite et que a est positif et que b est un nombre réel, alors la variable aléatoire y égale à x plus b est absolument continue de densité g, donnée par cette fonction, et on a y, espérance de y égale b, variance de y égale a2. Tout a déjà été démontré. On sait que y est absolument continu de densité g de x est égal à ça. Et donc ça nous fait ça ici, parce que a est positif, et on sait que ey égale a e de x plus b, donc ici a fois 0 plus b, donc ça fait b. Et on sait que Vy est égal à A de V de x, et comme V de x est égal à 1, ça fait A au carré, c'est terminé. La loi normale, appelée aussi loi de Laplace-Gauss, c'est la loi absolument continue de densité Fm sigma qui était appartenant à R associe ça. Où M appartient à R, et sigma est positif, M sigma sont les paramètres de cette loi,
Et si une variable absolue absolument continue suit cette loi, on écrit, si on l'appelle grand X cette variable, on écrit comme ça. Notation cohérente parce que E de x va être égal à m, V de x va être égal à sigma 2, hein, donc sigma x est égal à sigma, et on voit bien que si m est égal à 0 et sigma égale 1, on a en fait la loi normale de 0,1 qui a bien pour espérance 0 et de variance 1. Démonstration, si y suit la loi normale 0,1, on sait que z égale sigma y plus m est absolument continu de densité fm sigma, parce que la densité, on sait que ça va être 1 sur sigma f de la densité. Alors f c'est la densité, donc ici c'est f, c'est la densité de y, f en f de t moins n sur sigma. Donc on trouve exactement ça. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bien fm sigma. Donc ça veut dire que la pz va être égale en fait à px. Mais comme E de z est égal à m, puisqu'on a déjà démontré ça, et que V de z est égal à sigma 2, bien, ça veut dire que E de x est égal à m et que V de x égale sigma 2. Donc sigma x est égal à sigma. Si x suit la loi normale de paramètre m sigma, alors la variable centrée réduite de x, c'est-à-dire ça, suit la loi normale centrée réduite, donc m01. Démonstration, c'est toujours la même chose. Y égale à x plus b, mais cette fois-ci avec a égale 1 sur sigma positif, b égale moins m sur sigma. Donc y est absolument continu de densité comme ça. On utilise toujours la même formule. Et ça va nous faire du sigma f m sigma de sigma x. Là, c'est sigma petit x ici. Sigma petit x plus m. D'accord? Et donc ça nous fait x qui donne 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2. Donc ça veut dire que y suit la loi normale n01. Bon, je vous laisse rentrer dans les calculs, c'est vraiment immédiat. Variation de fm sigma. Bon, fm sigma c'est ça, donc on voit bien qu'il y a une homothétie, une translation, et que le tableau de variation va être celui-là, et que l'allure va être ça. Si x suit la loi normale de paramètre m sigma, alors ax suit la loi normale am, valeur absolue de a sigma, x plus b suit la loi normale m plus b sigma de paramètre m plus b sigma, et ça suit la... Alors ça a déjà été démontré, donc on a juste les deux premiers à démontrer. Ax absolument continu de densité t donne 1 sur valeur absolue de a, fm sigma en t moins 0 sur a, donc ça fait ça. Je remplace dans la fonction et je vais trouver ça, d'accord? Et ça me dit exactement que c'est la loi normale de paramètre am, et puis là, sigma a, je peux mettre sigma valeur absolue de a, parce que c'est au carré, donc ça fait sigma valeur absolue de a. Et puis pour la deuxième, x plus b, c'est le cas où a est égal à 1, donc va être absolument continu de densité t donne 1 sur 1 fm sigma de t moins b sur 1, et donc ça nous fait cette formule-là, et là je vois que le m est remplacé par n plus b, le sigma n'a pas changé, donc c'est n de paramètre, la loi normale de paramètre m plus b sigma. Exemple, on peut ainsi prouver que si y suit la loi normale de paramètre m sigma, on en parlera un petit peu plus tard, alors la variable aléatoire x égale y moins m sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Y étant une variable aléatoire sur l'espace probabilisé oméga bp, sigma étant positif. Démonstration, on considère h continu borné de R vers R, donc h rond x est borné mesurable, donc intégrable, et k, la fonction k, qui est à x appartenant à R, associe h de x moins m sur sigma est continu borné, et k de y, évidemment, est égal à h de y moins m sur sigma égale h de x,
qui est intégrable. E de h de x qui existe donc est égal à E de k de y est égal à la somme de k de y sur oméga dp est égal à la somme de k de t exponentielle moins 1,5 de t moins m sur sigma au carré sur sigma racine de 2pi multiplié par k de t dt est égal à, eh bien, est égal, alors ça on laisse, et puis ça nous fait exactement h de t moins m sur sigma, d'accord. Et puis ici on a ça. Et donc avec le changement de variable x égale t moins m sur sigma, ça devient ça. Et là on voit apparaître cette fonction f qui est la densité de la loi normale centrée réduite. Et donc E de h de x est égal à la somme sur R de hf des lambda, quel que soit h continu borné de R vers R, donc x suit la loi normale centrée réduite. Problème, si x est une variable absolument continue sur oméga bp de densité f et si g est mesurable de R vers R, alors on sait que g rond x, bien sûr, est une variable aléatoire sur oméga bp, mais est-elle absolument continue? La réponse est non. Exemple, en prenant x, une variable qui suit la loi normale centrée réduite sur l'espace probabilisé RBR delta 0, ça c'est la mesure de Dirac en 0, et j'ai la fonction constante qui a x associe 1, donc elle est continue bornée, y égale g rond x est égal à 1 constante, delta 0 de y égale 1, ben c'est delta 0 de R, donc ça fait 1, si y était absolument continu, on aurait delta 0 de y égale 1 égale 0, donc c'est pas possible. Alors la méthode pour savoir si ça suit, si c'est une loi absolument continue, eh bien pour x de densité fx et g mesurable, pour savoir si donc ça c'est g rond x est absolument continu, on prend h continu borné quelconque de R vers R et on regarde si E de h rond y peut s'écrire, eh bien peut s'écrire, alors qui est égal à somme de h dpy, peut s'écrire somme de h dt fy, une certaine fonction qui serait une densité. Exemple, x de densité f et y égale x2, la question est, quelle est la loi de y? Eh bien, on prend donc h continu borné, h rond x c'est h de x2, qui est intégrable parce que x et h sont mesurables et que h est borné, et donc ça c'est inférieur à plus l'infini, et donc cette fonction-là, ht2 f de t dt est intégrable sur R, donc quand on prend cette fonction-là et celle-là, elles sont toutes les deux intégrables. Et i est égal, alors i est égal à somme de, alors je pose i égale ça, d'accord, et donc qui est égal à ça, va pouvoir s'écrire somme de moins l'infini à 0 plus somme de 0 à plus l'infini. En fait, c'est somme de cette fonction-là plus somme de cette fonction-là. D'accord? Alors, pour I1, on prend le changement de variable x égale t2, qui donne t égale moins racine de x, puisque t est négatif. Et donc, voilà, on obtient I1. Je vous laisse faire, hein, c'est très facile. Hein. Parce qu'on va avoir somme de plus l'infini à 0, mais avec le moins, ça va devenir 0 à plus l'infini, et on voit apparaître ça. Et de même pour I2, en prenant t égale racine de x. On considère alors, puisqu'on va additionner les deux intégrales, ça va revenir à additionner ça, et donc on considère la fonction g qui a x appartenant à R associe, on voit que le h de x, il est fonction de f de moins racine de x, donc f de moins racine de x, plus f de racine de x sur 2 racines de x. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est pour x différent de 0, et si x est égal à 0, oui, ça j'avais pas besoin de l'écrire en fait, puisque, voilà. Donc cette fonction-là, elle est intégrable. Elle est intégrable pourquoi? Parce qu'elle provient de ça qui était intégrable, qu'on a séparé en deux.
Parce qu'on a évacué le problème en zéro, hein, puisqu'on a pris, on a multiplié par les fonctions caractéristiques sur moins l'infini 0, et puis sur 0 plus l'infini. D'accord? Voilà. Parce que quand on voit la fonction ici, ça semble poser problème. Mais non, ça pose en réalité aucun problème. Hein. Donc elle est intégrable parce qu'elles le sont. I va être égal à ça. G est positif, donc la fonction G, on est d'accord, hein, c'est ça. Et elle est intégrable, et puis, donc elle est intégrable à cause de que ça c'est intégrable, elle est positive. Puis la somme de G, évidemment, ben on l'obtient facilement en prenant H égale 1, et quand on prend H égale 1, ben ici par exemple, on a somme de dp qui est égale à 1, hein, ou on peut le prendre... je ne sais plus où d'ailleurs, mais bah ici par exemple, H égale 1, ça fait somme de F qui est égale à 1. Donc, c'est égal à 1, donc G est bien une densité. Donc, quel que soit H de R vers R continu borné, somme de H rond Y dp sur oméga est égale à somme de H de X et de X d X sur R. Et donc, ça veut dire que Y est absolument continu de densité G. Et donc, la densité de la loi de Y, c'est cette fonction. Remarque, si X suit la loi normale de paramètre M sigma, sa fonction de répartition, donc fx de x est égal à psi de x moins m sur sigma, où psi est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. En effet, fx de petit x est égal à p de grand X inférieur ou égal à petit x, est égal à p dire ça équivaut à dire que x moins m est inférieur ou égal à petit x moins m, et puis ensuite en divisant par sigma qui est positif, ça équivaut à dire ça, donc c'est égal à dire ça, et donc c'est égal à p de y inférieur ou égal à x moins m sur sigma, où y est égal à grand X moins m sur sigma. On sait que ça suit la loi normale centrée réduite, et donc ça fait psi de x moins m moins sur sigma, et donc c'est gagné. Conséquence, la probabilité pour que grand X soit entre m moins sigma et m plus sigma, ben c'est la probabilité que y soit entre moins 1 et 1. Bah oui, c'est évident, hein, parce que ça va être en fait il suffit de remplacer x par alors, x entre m moins sigma et m plus sigma, ça fait, si je regarde y, y c'est x moins m sur sigma. Donc m moins sigma moins m, ça fait moins sigma sur sigma, donc ça fait moins 1, y inférieur ou égal à m plus sigma moins m sur sigma, c'est-à-dire 1. Donc ça fait exactement ça. Donc c'est égal à, on sait que ça c'est égal, hein, c'est le dessin, hein, à 2 fois la probabilité d'être inférieur ou égal à 1 moins 1, et donc ça fait 2 psi de 1 moins 1, et ça on sait que c'est à peu près égal à 0,68. La probabilité, ben là c'est pareil, hein, d'être entre m moins que x soit entre m moins 2 sigma et m plus 2 sigma, c'est égal à ça, et on trouve 0,95, hein, donc on se rapproche évidemment, hein. Plus on s'écarte ici, plus la probabilité est grande. Donc ça mesure 0,95. Et si on prend 3 sigma, on arrive à 0,997. Alors quand est-ce qu'on utilise la loi normale? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la loi normale est très très importante en statistique grâce à l'utilisation du théorème central limite qu'on verra plus tard. Quand une mesure dépend de plusieurs paramètres dont aucun n'est vraiment prépondérant, eh bien, c'est notamment le cas quand on étudie des poids, des longueurs, ou quand on fait de la biologie, eh bien, on a affaire souvent à une loi normale avec une distribution qui a une courbe en cloche. Quand la distribution ressemble à une courbe en cloche, ça veut dire qu'on peut modéliser par une loi normale. Exercice, en Europe, la taille des femmes de 18 à 60 ans peut être modélisée par une loi qui suit donc la loi normale de paramètres 165 cm et d'écart type 6 cm. La taille moyenne est donc de 1,65 m. On choisit une femme au hasard.
La probabilité qu'elle mesure entre 1,53 m et 1,77 m, c'est la probabilité que x soit entre 153 et 177. Alors 153, c'est exactement 165 moins 12, et 100, c'était fait exprès, hein, bien sûr, et l'autre 177, c'est 165 plus 12, donc c'est m moins 2 sigma, m plus 2 sigma, donc ça fait 0,95. La probabilité qu'elle mesure plus de 1,59 m, c'est-à-dire ça, bah c'est, alors là vous avez le dessin, hein, moins 6 plus 6, donc plus de 1,59 m, c'est tout ça. Bah, c'est la probabilité qu'elle mesure plus que 1,65 m, puis la probabilité qu'elle mesure plus la probabilité qu'elle soit entre 159 et 165. Mais cette probabilité-là, c'est la moitié de celle-là grâce à la symétrie. Donc c'est un demi de ça. D'accord? Et ça, ben, on sait que c'est égal, comme c'est égal à ça, hein, puisqu'on a fait, c'est fait exprès, 165 moins 6, 165 plus 6, hein, d'accord? Et donc on sait que c'est à peu près égal à 0,68, divisé par 2, 0,34, et donc on fait 0,5 plus 0,34, ce qui fait à peu près égal à 0,84. Densité d'un vecteur aléatoire, z égale xy, sur oméga bp, la loi conjointe pz, c'est l'application qui a b appartenant à br2 associe la probabilité de z moins 1 de b. On dit que pz est absolument continu. Si pz est une probabilité absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue lambda 2 sur r2 br2. C'est-à-dire, quel que soit b appartenant à br2, lambda 2 de b égale 0, implique p2z de b égale 0. D'après Radon-Nikodym, parce que lambda 2 est sigma fini, dire que pz est absolument continu, ça équivaut à dire qu'il existe une fonction f de r de va r positive mesurable, telle que pz égale f point lambda 2. Ce qui signifie pz de b est égal à somme sur b de f des lambda 2, quel que soit b appartenant à br2. En prenant b égale r2, on a évidemment pz de r2 qui vaut 1, et donc somme de f des lambda 2 qui est égale à 1. On dit que f est une densité, et que c'est ici la densité de la loi z. Donc on dit que f est une densité si f est br2 br mesurable, positif, et si son intégrale est égale à 1 sur r2. On rappelle que si f et g sont deux applications, même il suffirait de dire deux applications mesurables positives de R2 vers R, vérifiant ça, enfin dire ça, ça équivaut à dire ça. Hein, donc ici, s'il y a deux densités, bah, f.lambda2 égale g.lambda2, ça équivaut à dire que f de x égale g de x lambda 2 presque partout. La fonction de répartition fz de la loi conjointe z est définie par xy appartenant à R2 donne p de x inférieur ou égal à petit x et y inférieur ou égal à y. Donc c'est la probabilité de cet ensemble-là. Si f est de la densité de f, bah, ça va donc être égal à ça. Et d'après Fubini, je laisse vérifier, c'est égal à ça. Exemple 1, f de xy égale ça. Si x est positif, y positif, 0 sinon. Donc elle est égale à ça, donc elle est positive mesurable, et son intégrale va être égale, toujours Fubini, bah, je vous laisse vérifier, hein, c'est très facile, ça fait exactement ça, produit les deux, ça fait 1 fois 1 égale, donc, égale 1, et donc c'est bien une densité. Exemple 2, pour R positif, f de xy égale 1 sur pi R2 si xy appartient au disque fermé de centre O et de rayon R, 0 sinon. F est positif, f de xy est égal à ça, mesurable, et son intégrale est égale à ça, et donc ça nous fait pi R2 sur pi R2 égale 1, donc c'est une densité. Remarque, toute densité f de R2 vers R est la densité conjointe d'une loi absolument continue Z sur R2 BR2, car Z est parfaitement défini par sa loi de répartition fz de xy égale somme de f des lambda 2 sur cet ensemble. Voilà. Bon, les vecteurs aléatoires, hein, ils avaient été, ils sont expliqués, on a des théorèmes dans le chapitre général des principaux résultats
de probabilité, hein, je vous laisse le vérifier. Là, on s'intéresse plus particulièrement au cas des vecteurs aléatoires qui sont absolument continus. Donc ici, on va prendre un vecteur aléatoire de densité f. Alors ces variables marginales, dans ce fameux chapitre on explique tout ce que c'est, sont absolument continues de densité. Et voilà les densités. Alors, on prend alpha, fx de alpha, donc la fonction de répartition de la variable marginale x, c'est p de x inférieur ou égal à alpha, c'est-à-dire p de x inférieur ou égal à alpha et y appartient à r, donc c'est pz de ça. Voilà. Et donc c'est égal à somme de f d lambda 2 sur i, et donc et en fait grâce à Fubini, grâce à ça, non c'est pas grâce à ça, c'est grâce à ça, eh bien j'obtiens que c'est somme de moins l'infini à alpha de fx de x dx avec fx de x est égal à ça. D'accord? Je vous laisse vérifier par rapport à ça. Donc c'est positif, c'est mesurable évidemment, ça c'est positif mesurable, et la somme de fx de x dx entre moins l'infini et plus l'infini, eh bien ça revient à prendre ici plus l'infini pour alpha, donc c'est la somme sur R2 de f d lambda 2, et puis ça, ça fait 1. Donc fx est bien une densité pour px, et oui, alors ça c'est un résultat qu'on a démontré. On a démontré que la fonction de répartition permettait de connaître la densité. Et idem pour fy. On rappelle le théorème des transferts dans le cas d'un couple z égale xy sur l'espace probabilisé oméga bp, donc un couple de densité f, donc absolument continu, soit phi une application mesurable de R2 vers R, alors phi rond x, on le sait, est mesurable, c'est donc une variable aléatoire, on peut noter phi de x, de oméga vers R, donc, et phi rond x est intégrable, c'est seulement si phi est intégrable. Et on a alors, on le sait, somme sur oméga de phi rond x dp, qui est égale à somme sur R2 de phi dpx, qui est égale à la somme de phi fois f d lambda 2. Exemple, lancer de fléchette sur une cible circulaire de rayon 1. Z égale XY, les coordonnées du point d'impact relativement au centre de la cible avec deux axes. On fait l'hypothèse qu'on tire nécessairement sur la cible. Donc on a un vecteur aléatoire de densité f de xy est égal à 1 sur pi multiplié par la fonction caractéristique qui représente la cible circulaire, c'est-à-dire ça. Généralisation à n variable L supérieure ou égale à 2, donc on a un vecteur aléatoire. Sa loi conjointe est absolument continue si Px est une probabilité absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue lambda n sur Rn, ce qui équivaut à dire que quel que soit B appartenant à Brn, lambda n de B égale 0 implique que Px de B est égal à 0, ce qui équivaut à dire, d'après Radon-Nikodym, parce que lambda n est sigma fini, qu'il existe f positif mesurable tel que Px est égal à f point lambda f. Et ça signifie que, quel que soit B appartenant à Brn, Px de B est égal à somme sur B de f des lambda n. On a alors B, en prenant B égale Rn, somme de f des lambda n égale 1, ce qui veut dire que f est une densité. En fait, on appelle densité une fonction positive mesurable de Rn vers R qui vérifie intégrale de f des lambda n est égale à 1 sur Rn, donc c'est-à-dire qu'elle est intégrale, bien sûr. La fonction de répartition de x, dans ce cas-là, quand elle est absolument continue, c'est f de x en x1 jusqu'à xn égale probabilité que chacun des xk soit inférieur ou égal à xk, donc probabilité du produit, donc est égale à somme de f sur ce produit, et bien c'est égal à ça d'après Fubini. Et les variables marginales x1 jusqu'à xn suivent des lois absolument continues de densité f de xk qui à xk fait correspondre. Alors on fait varier toutes les variables sauf xk. Bon, ça c'est une généralisation de ce qu'on a vu dans le cas n égale 2. Je ne refais pas les démonstrations, c'est pareil. Z égale xy est un vecteur aléatoire sur oméga bp. Je reviens au cas n égale 2, donc absolument continu de densité fz de la forme fz de xy
égale produit de f de x, g de y, où f, g sont intégrables. Alors les lois marginales x, y sont indépendantes et leurs densités sont de la forme fx de petit x égale lambda f de x, fy de petit y est égal à 1 sur lambda g de y, où lambda est un réel non nul. En effet, f grand x de petit x est égal à la somme de moins l'infini à plus l'infini de fz de x, y, dy, ce qui fait somme de f de x, g de y, mais comme on intègre par rapport à y, on peut sortir le f de x, et donc on se retrouve avec lambda f de x, où lambda est égal à ça. De même, fy de y est égal à mu g de y, où mu est égal à ça, mais comme on sait que somme de f de z est égal à 1, eh bien ça nous fait que, parce que bon, on intègre ça, hein, f de x, g de y, d'après Tonelli, on peut séparer en deux, et ça nous fait ça. D'accord? Donc ça fait que lambda fois mu est égal à 1, et donc lambda est différent de 0, et mu égale 1 sur lambda, ce qui nous fait ça. Alors pourquoi sont-elles indépendantes? Parce que P, si je veux avoir x inférieur ou égal à x et y inférieur ou égal à y, et ça c'est exactement Pz de fz de xy, je veux dire. Pardon. Et donc c'est égal à somme de f de tu dt du sur ce truc là, et donc ça d'après Fubini, puisque ça c'est f de t fois g de u, ça reviendra à ça, Fubini, Tonelli, ça revient à ça, et donc ça fait p de x inférieur ou égal à x multiplié par p de y inférieur ou égal à y. P de x inférieur ou égal à x et y inférieur ou égal à y est égal à ça. Donc ça veut bien dire que, quel que soit x, y appartenant à R, donc à ce moment-là, on sait que x et y sont indépendants. Théorème, z égale x, y est un vecteur aléatoire de densité fz sur oméga bp. On sait que x, y sont absolument continus de densité fx, fy. Si x, y sont indépendants, alors fz de x, y est égal à fx de x multiplié par fy de y, lambda 2 presque partout, démonstration. Fz, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x et y inférieur ou égal à y. Donc c'est égal à ça parce que les variables x, y sont indépendantes. Donc c'est égal à ça, et d'après Tonelli, c'est égal à ça, avec la fonction g qui est égale à ça. Positive, mesurable, et sa somme est égale à ça, donc à. Donc g est une densité, et fz de x, y est égale à la somme de g des lambda 2 là-dessus. Donc, comme fz de x, y est égal à la somme de f des lambda 2 là-dessus, on en déduit que g.lambda 2 est égal à pz est égal à fz.lambda 2, et donc g de xy est égal à fz de xy, lambda 2 presque partout, et donc fx de petit x multiplié par fy de y égale fz de xy, lambda 2 presque partout. Alors, reprenons les fléchettes, z égale xy de densité ici, où d c'est ça, x est absolument continu de densité, fx de x égale somme sur r de fz de xy dy. Alors quand on fait varier, ça va être égal pour x compris entre moins 1 et 1, on fait varier y en fait entre, il faut avoir x2 plus y2 inférieur ou égal à 1, donc on fait varier y entre ça et ça. D'accord? Et donc y varie entre ça et ça. Et donc, cette intégrale va être égale à ça, c'est-à-dire à 2 sur pi, racine de 1 moins x2, si on a ça, puis 0 évidemment autrement. Donc ça nous fait 2 sur pi racine de 1 moins x2, multiplié par la fonction caractéristique de moins 1 en x. Donc elle est paire, cette fonction, bien évidemment. X fx est borné, mesurable, donc intégrable. Et somme de x fx dx est égal à 0 parce que x de x est égal x fx de x est impair puisque fx de x est pair. De même, fy de y est égal à ça,
et EY égale 0. E de XY existe parce que ça, c'est mesurable et c'est borné. Alors c'est borné pourquoi? Parce que déjà, fz de xy, il est borné, alors il est ici, hein, d'accord? Fz de xy, voilà. Donc il est borné, tiens. Et puis sur ce domaine D, il est évident que xy est borné aussi. Hein, parce que x est entre moins 1 et 1, et y entre moins 1 et 1. Donc c'est mesurable borné, donc il y a une espérance qui est égale à ça, et qui peut s'intégrer, donc il revient à intégrer ça. Et donc ça fait, on fait varier x entre moins 1 et 1, et là on a y qui varie entre ça et ça, et on intègre xy dy. Mais comme y est impair, cette intégrale-là va faire 0, et le résultat est égal à 0. La covariance de xy va être égale à e de xy qui vaut 0 moins e de x de y, tous les deux valent 0, donc ça fait 0. Mais x, y ne sont pas indépendantes, sinon on aurait fz de xy égale fx de x multiplié par y de y, lambda 2 presque partout. Et donc on aurait ça, lambda 2 presque partout. Alors si on se met dans le disque D, ce truc-là ça vaut 1, du coup x va être là-dedans et y aussi, donc ça vaut 1. Et donc, si on est dans D, on a ça. Et si, au lieu d'être dans D, on se met dans le disque fermé de centre 0 et de rayon 1 quart, qui est inclus d'ailleurs dans D, eh bien, on garde 1 moins x2, 1 moins y2, donc ça va être supérieur à 1 moins 1 16e, et ça à 1 moins 1 16e aussi, donc ça va être supérieur ou égal à 15 16e fois 15 16e, et ça c'est supérieur à pi2 sur 16, je vous laisse vérifier. Et donc, et en plus, on a ça, d'accord? Et sauf que c'est pas un demi, mais c'est un quart. Alors, c'est pas lambda 2 négligeable, parce que lambda 2 de D ici, c'est pi sur 16, hein, c'est différent de 0, d'accord? Donc, sur cet ensemble non négligeable, eh bien, il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas cette égalité-là, d'accord? Donc finalement, on n'a pas fz de xy égale fx de x multiplié par fy de y, lambda 2 presque partout, ce qui veut dire que x, y ne sont pas indépendants. Nous voyons maintenant la notion de loi conditionnelle dans le cas de loi absolument continue. Donc on a un couple sur oméga bp de densité fz, les lois marginales xy sont absolument continues. Alors on a donc forcément p de x égale un réel a qui est égal à 0 et p de y égale un réel b qui est égal à 0, on l'a vu. Donc on ne peut pas envisager d'étudier en fait p de x égale a sachant y égale b, ni p de y égale b sachant x égale a puisqu'il y aurait une division par 0. Alors, on va contourner ce problème, soit x appartenant à R, tel que f grand X de x, alors ça c'est la loi de x, hein, c'est la loi marginale de x, hein, eh bien, la densité de la loi marginale, et alors ça existe parce qu'on sait que fx est une densité, hein, c'est la densité de x, et donc somme de fx dx est égale à 1. Donc il y a forcément un x tel que fx de x est différent de 0. Alors on définit fy sachant x égale x. D'accord? En fait, ça va être une fonction de y. Alors x est fixé, et pour cet x fixé, c'est une fonction de y. Et à y, on va associer, on va voir pourquoi, fz de xy sur fx de x. Alors c'est une densité de R vers R, démonstration, c'est facile. Bon, on divise de nombres positifs, donc c'est positif. Ça, c'est constant. Et Fz est BR2, BR mesurable. Donc pour x fixé, y donne Fz de xy et BR mesurable. Donc on a une fonction qui est BR mesurable. Et la somme de, alors si je l'appelle g, cette fonction, pour raccourcir l'écriture,
la somme de g sur r dy va être égale à 1 sur fx de x, somme de fz de xy dy sur r. Mais il faut bien comprendre que là, le x, il est fixé, d'accord? Donc ça va me faire en fait fx de petit x. Ça, c'est exactement fx en petit x. Donc divisé par fx en petit x, ben, ça fait 1. Et donc on a bien une densité. Alors justification de cette définition, c'est en considérant la probabilité de cette intersection qui est égale à la probabilité de y, que y soit entre petit y et y plus delta y, sachant ça, multiplié par la probabilité que x soit entre x et x plus delta x. Ça fait facile à comprendre. Alors, ça nous dit donc, alors, la probabilité que x soit entre x et x plus delta x, alors le petit x, il faut bien comprendre qu'il va être fixé, et le delta x, il est très petit. Donc c'est ça, d'accord? Donc c'est à peu près égal à fx de x delta x. Alors on fait la même chose avec l'intersection, que j'appelle grand A pour raccourcir l'écriture. Donc je vous laisse vérifier, c'est égal à ça. Et puis dans celle-là, bah, c'est y qui varie, donc c'est approximativement delta y fz de ty, d'accord? Puis ensuite, c'est t qui varie, donc ça va être approximativement delta x, delta y, fz de xy. Donc j'obtiens que ça, c'est à peu près égal à ça, ce qui nous fait ça, d'accord? Et d'où la définition, parce que en fait, cette fonction-là, elle apparaît comme étant, en quelque sorte, la densité de la variable y sachant x égale x. D'accord? Voilà. Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est que quand j'écris ça, delta x est très petit, hein, on a l'impression que ça veut dire que p de x égale x, autrement dit, c'est presque 0, d'accord? Alors effectivement, ça tend vers 0 quand delta x tend vers 0, mais cette formule permet d'en avoir une valeur approximative. Z égale xy de densité fz et h de R2 vers R+, mesurable et borné. Alors h de z est une variable intégrable d'espérance qui est égale à ça, d'accord? C'est le théorème du transfert. Et ça peut s'écrire, là je vais assez vite parce que c'est facile. Hein. Là j'utilise ce que j'ai dit précédemment sur fz de xy, que je peux remplacer par ça. D'accord? Et ça va me permettre ensuite, oui, ça me permet, alors en faisant jouer le même rôle à x et puis à y, je vais avoir ça. D'accord? Alors ça signifie quand même, il faut quand même en être conscient. Quand j'écris ça, ça veut dire, hein, tout à l'heure j'avais bien f grand x en petit x différent de 0, là ça veut dire f y en y différent de 0. Alors à partir de là, on va définir l'espérance conditionnelle de y sachant x égale x comme étant e de y sachant de x égale x égale évidemment la somme de e de y multipliée par la densité fy sachant x égale x. Et donc là, j'obtiens une fonction de x, puisque x a été fixé. D'accord? Alors du coup, à partir de cette fonction de x, en remplaçant le petit x par grand x, je vais obtenir ce qu'on va appeler, c'est des définitions ça, c'est pas des théorèmes, hein, l'espérance conditionnelle de la variable y, sachant la variable x. E de y sachant x, du coup, je vais l'appeler, est égal à psi de x, c'est-à-dire cette fonction de x. Alors là, il s'agit d'une variable aléatoire. Bon, après, je ne vais pas étudier d'exemple là-dessus, c'était juste pour dire qu'il existait des choses sur les couples de vecteurs, sur les couples aléatoires, qu'il existait des notions de loi conditionnelle, d'espérance conditionnelle. Bon, je vais pas aller plus loin, vous trouverez des choses très intéressantes dans l'excellent cours
de Polytechnique, par exemple, sur les probabilités.